On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il habite le secteur Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis novembre 2014. Il est impliqué dans le Pro Gym également sur la rue Saint-Jacques. Il a été policier, homme fort, animateur télé et aussi porte-parole de BMR. Vous savez de qui je parle? Si vous vous baladez dans les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques semaines, quelques mois, vous voyez peut-être plus souvent qu'à l'habitude Hugo Girard. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, moi, la première chose que je dois dire, c'est que je m'entraîne au Pro Gym. Et effectivement, je t'ai croisé à quelques occasions sans nécessairement aller te saluer. Tu étais occupé avec des gens. Et là, je disais à quelqu'un, bien, comment se fait qu'Hugo, il est toujours rendu ici en train de s'entraîner? J'ai comme l'impression que Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant un nouveau citoyen. Est-ce que je dis vrai? Oui, effectivement. De me voir dans un gym, ça ne devrait pas être surprenant. De me voir toujours dans le même gym, effectivement, ça peut prêter à certains questionnements. Puis oui, je suis citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis novembre 2014. Et que nouveau la venue d'Hugo Girard ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? J'ai comme eu l'impression que tu voulais te rapprocher de tes activités professionnelles, mais pourquoi avoir choisi ici Saint-Jean? Bien, écoutez, c'est un peu un concours de circonstances. Moi, avant, j'étais à Québec. J'étais impliqué dans une compagnie de suppléments alimentaires. Puis un de mes gros clients était ici à Saint-Jean. Donc, de client, c'est devenu un ami. D'ami, c'est devenu un partenaire. Et là, maintenant, bien, je suis partenaire avec lui dans le Pro Gym Saint-Jean. Puis, par la même occasion, mes activités professionnelles se passaient beaucoup ici à Montréal. Donc, j'adore la ville, mais pas assez pour y habiter. Donc, j'aime vraiment ça, moi, avoir la campagne, être près de la campagne, d'avoir un endroit où je peux me retirer puis vivre une certaine tranquillité. Mais il faut qu'il soit quand même à proximité. Puis Saint-Jean, ça a donné être un endroit... tout désigné. Tout désigné, que justement Daniel m'a fait découvrir. Puis j'ai découvert une maison qui n'était même pas à vendre. Puis finalement, j'ai acheté la maison, puis là, je me suis installé ici, puis je dois dire que j'adore Saint-Jean. Tu as un parcours qui est vraiment atypique. Moi, Hugo Girard, je l'ai connu où? Je l'ai connu dans les publicités de BMR. Sauf que là, je me suis dit, comment ça se fait qu'ils ont choisi ce gars-là? Je me fais faire des vérifications pour, évidemment, voir un peu tout ce que tu as fait, évidemment, dans différentes compétitions. Jusqu'au jour où même j'apprends qu'Hugo Girard a déjà été policier. Et là, tu te mets à fouiller, tu te dis, bon, c'est quoi la logique derrière ça? Le gars, il est né dans le coin de Port-Neuf. Oui, Saint-Anne-de-Port-Neuf, c'est la Côte-Nord. Sur la Côte-Nord. Tu es devenu policier, après ça, homme fort, compétition canadienne, internationale. Là, aujourd'hui, tu animes des shows de télé sur des chaînes spécialisées. Là, tu es impliqué avec le Pro Gym, compagnie de nutrition. Écoute, tu fais toutes sortes d'affaires. Mais ça n'a pas parti comme ça. Moi, à l'âge de 12 ans, j'ai dit à ma mère qu'un jour, j'allais devenir l'homme le plus fort du monde. Ça fait qu'avant tout, mon rêve, c'était d'être un homme fort. À 12 ans? À 12 ans. À partir de 12 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était en fonction d'un objectif. Par contre, en m'entraînant, en voulant justement maîtriser les différents rudiments de l'entraînement, ce que j'ai compris, c'est que pour pouvoir exceller, je pense que la réussite puis le succès, c'est une culture. Puis en voulant justement le cultiver pour avoir du succès dans mon sport, j'en suis venu à réaliser que finalement, pourquoi pas avoir du succès dans tout ce que tu touches? Donc, l'école, parce que j'étais un étudiant à cet âge-là, est devenue un autre véhicule où j'ai appris à pouvoir m'exprimer en ayant justement du succès. Je ne voulais pas juste être un élève moyen, je voulais être le meilleur de moi-même. Finalement, j'en suis venu à ce que tout ce que je touche, je vais être bon. Parce que ce qui m'amène à penser, c'est que finalement, si tu vises toujours haut, il y a des chances que tu atterrisses un peu plus haut que si tu vises la moyenne. Ouais. Puis sans le savoir, je crois que c'est ça qui m'a justement permis de développer une attitude de gagnant, qui m'a permis aussi d'avoir du succès dans le sport, puis je crois d'avoir du succès dans la vie. Le travail de policier, c'est parce que j'ai compris très tôt que de lever des pierres, ça n'allait pas être mon gagne-pain, malgré que j'ai réussi à le faire. Mais ce n'était pas mon but ultime. Mon but ultime, moi, c'était d'être le plus fort. Puis, en voulant être le plus fort, c'était d'être le meilleur de moi-même. En voulant être le meilleur de moi-même, bien, ça m'a amené à essayer d'exceller sur l'ensemble de ma personnalité et les différents outils que j'ai développés. Mais comment on se lève on se lève peut-être pas un matin, mais comment à l'âge de 12 ans, on dit, moi, là, mon objectif, c'est d'être l'homme le plus fort du monde? À 12 ans, là.
Moi, à 5 ans, mon père s'entraînait, puis j'ai eu mes premiers haltères, 2,5 livres chacun, parce que je prenais des objets dans la maison, puis j'imitais les mouvements que lui faisait. Donc, moi, je voulais être comme mon père. C'est aussi simple que ça. Un peu plus tard, je lisais des bandes dessinées, et les personnages des bandes dessinées que je lisais étaient dotés d'une force surhumaine, d'un physique impressionnant. Puis, à 12 ans, j'ai vu une compétition d'hommes forts à la télé, et les athlètes qui compétitionnaient avaient le physique et une force surhumaine, comme mes super-héros dans mes comic books. Mais à 12 ans, ton gabarit, c'était quoi? Tu mesurais combien? Tu pesais combien à l'âge de 12 ans? 5 pieds 8, puis 150 livres. Ce qui, à l'époque, me mettait pas mal dans les plus gros de mon âge. Oui, il y en avait d'autres, Mais tu n'étais pas le plus gros de ton âge à 12 ans. mais dans mon coin, oui. Dans ton coin, oui. Oui. Il faut que tu commences à quelque part. Hein? Vous savez, c'est un peu comme on plante une graine, puis peu importe. L'idée là-dedans, c'était pas d'être le plus gros de mon âge à cette époque-là. C'était de croire que j'allais devenir le plus gros et le plus fort. Donc, c'est vraiment là, de planter ça. Puis, vous savez, la partie la plus difficile, là, c'est de croire. Il faut avoir des convictions, là. De dire quelque chose, d'avoir l'air d'y croire, c'est une chose. D'avoir la conviction et d'assumer ce que l'on croit, c'en est une autre. À quel moment as-tu commencé à participer à des compétitions? À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire de la dynamophilie parce qu'il n'y avait pas nécessairement de compétition d'hommes forts à ce moment-là. Puis la dynamophilie, c'était ce qu'il y avait de plus près que je pouvais me challenger, si on peut dire. Puis j'ai eu des succès à cet âge-là. Pas le genre de succès que j'aurais voulu avoir parce que je pense que je n'étais pas encore assez mature au niveau de mes capacités. Puis le fait que j'étais quand même assez autodidacte, c'est moi qui s'entraînais par moi-même. Donc, c'était essai-erreur. Vous savez, mon premier gym, c'était un banc d'entraînement que j'ai fait venir de chez Simpson Sears avec des poids et haltères. Par la suite, je faisais des dessins à l'échelle. Puis là, les appareils que je voyais dans les revues, je les faisais à l'échelle. J'allais acheter du fer. Ensuite, je coupais le fer, je ramenais ça à la shop, je le faisais souder. Je ramenais ça chez moi, je perçais des trous, achetais de la cuirette, achetais du foam, rembourrais. Je me suis construit un gym comme ça. Donc, la motivation, l'esprit d'initiative, ça prenait quand même, oui, il faut que tu crois dans ce que tu fais. Mais à quelque part, très jeune, j'ai fait face à des obstacles et j'ai toujours trouvé une façon de réussir malgré tout. Et ça, mais sans m'en rendre compte, effectivement, c'est pas quand j'étais jeune que ça a été le plus important. Ouais. C'est quand je suis arrivé plus vieux puis que j'ai fait face à des obstacles qui étaient plus grands. Mais c'était vraiment la résilience que j'ai fait montre quand j'étais jeune qui m'a aidé. Mais si tu dis tantôt, oui, bon, ça prenait un job pour gagner sa vie, avoir un gagne-pain, tu as choisi le job de policier que tu as pratiqué pendant combien d'années? J'ai pratiqué pendant 13 ans. 13 ans. Comment as-tu réussi à jumeler la carrière de policier avec des horaires qui ne sont pas toujours faciles et le fait de poursuivre dans la compétition? À vrai dire, les premières années, quand j'ai débuté dans la police, c'était consacré juste à mon métier de policier. Je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais fort, mais à ce moment-là, ma carrière pointait pas encore à l'horizon. J'y croyais, je gardais ça en sourdine, parce que de dire aux gens qu'un jour tu vas être l'homme le plus fort du monde, quand tu es un enfant, c'est une chose, quand tu es un adulte, c'en est une autre. Mais tout le temps que j'étais comme policier, mon but, c'était ça. Donc, la police m'a permis d'avoir une stabilité, d'avoir un revenu, d'avoir une sécurité d'emploi. Et par la suite, j'ai commencé, après 3 ans comme policier, à compétitionner dans des compétitions d'hommes forts. Et là, à vrai dire, c'est là que ça a vraiment débuté. Par la suite, on m'a donné des congés sans solde pour pouvoir me consacrer à mon métier d'athlète. Puis, comment qu'on arrive à ça, je dois dire, je ne pensais pas aussi loin que ça. Pour moi, c'était vraiment de garder ça au plus simple possible. C'était travailler, m'entraîner, dormir, manger. Puis, au niveau du plein, c'était pas plus compliqué que ça. Et la consécration, tu l'as connue quoi, aux alentours des années 2000? En 2002. Puis, la consécration, ça a été, oui, une consécration en soi, puis par la même occasion, une réalisation de la situation. C'est qu'en tant que tel, tu remportes le titre,
Mais en remportant le titre, ce que j'ai compris, c'est que le vrai accomplissement, c'était pas le titre. Le vrai accomplissement, c'était d'exploiter son plein potentiel. Puis j'avais la conviction que je ne l'avais pas fait, même si... Ouais. Et là, pourtant, tu étais quoi? Tu étais champion? J'étais champion du monde, j'ai remporté champion canadien, j'ai été champion nord-américain. Mais et même champion du monde, tu dis, j'ai pas encore accompli pleinement ce que je veux? Non, parce que j'étais meilleur que ça. Mais là, comment on peut être meilleur que l'homme le plus fort au monde? Parce que tu te compares toujours à toi-même et non aux autres. Donc, c'était comme mitigé au niveau de la réaction. Oui, j'étais content, oui, j'étais heureux, mais j'aurais pensé l'être plus parce que j'étais conscient que j'aurais pu faire mieux. Mais ça ne devient pas difficile à assouvir, ça, comme objectif, là? Est-ce qu'on n'est pas dur envers soi-même, un peu? La vie est dure envers nous-mêmes, hein? Donc, encore une fois, je pense que c'est ce qui... c'est ce qui définit les individus qui sont ordinaires et ceux qui sont extraordinaires. C'est l'extra qu'ils vont faire. Et pour être extraordinaire, malheureusement, tu ne peux pas être ordinaire. C'est bien dit. À quel moment as-tu été dans l'obligation de faire un choix parce que tu as fini par laisser ton métier de policier? Est-ce que ça a été déchirant? Est-ce que tu as retenu quand même du positif de ces 13 années dans la police? À quel moment as-tu été contraint de dire, bon, mais là, je dois faire un choix entre celui vraiment de quitter le service de police? Tu étais à Gatineau, je pense, à l'époque. Oui, j'étais policier à Gatineau. Moi, de la manière que ça s'est passé, ils m'ont libéré à partir de 2001 en congé sans solde qui s'est tiré jusqu'en 2008, jusqu'au moment où je remette ma démission. En 2008 seulement? Oui. Puis... ah ouais. Et tu te gardais toujours une porte de sortie pas trop loin? Dire un filet. Un filet de sécurité. Puis, personnellement, j'y croyais qu'un jour, j'allais peut-être y retourner. Ah oui? Oui. À partir du moment où j'ai mis fin à ma carrière d'athlète, puis là, j'ai réalisé que j'avais d'autres opportunités. Puis, quelque part... Mais est-ce que c'était difficile de signer ta lettre de démission de la police pour dire, là, il n'y en aura plus de filet de sécurité? C'est pas ça qui a été difficile, parce qu'au contraire, c'était rendu un point où ton fameux filet de sécurité, il t'empêche d'avancer. OK. Tu savez, à un moment donné, là, pour apprendre à nager, là, on peut faire un paquet de choses sur le bord de la piscine. À un moment donné, il faut que tu sautes à l'eau. Donc, ça correspond un peu à ma personnalité. Si tu veux vraiment voir ce que tu as, il faut que tu y ailles, puis il faut que tu te donnes. Et qu'est-ce que tu as retenu de ton métier de policier? La discipline. La discipline, l'humilité, l'empathie sont tous des qualités qui sont nécessaires pour faire le travail de policier. Et je crois que c'est des belles qualités à avoir aussi dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui croit dans la justice. Je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné. Donc, je me reconnaissais beaucoup dans le travail de policier. Bon. Là, on est en 2008. On est comme, dans le fond, dans l'après-carrière de policier, l'après-carrière d'athlète aussi. On a quoi? T'es mi-trentaine à peu près? Oui, à peu près, oui. Et là, il se passe quoi à partir de 2008? Ça, j'avoue que ça a été un moment là, de transition, parce que ce que j'ai fait des investissements dans des commerces. Puis, ça m'a demandé à déménager à Québec. J'y étais déjà, là, mais j'étais comme entre les deux. Puis là, c'est comme là, je me suis dit, si je veux vraiment que ça fonctionne, je ne peux pas y aller. C'est là le fameux filet. Je ne peux pas être là à 50 % Si je veux que ça fonctionne, il faut que je me mette là-dedans à 100 % Et là, bien, c'est ma fin de carrière d'athlète. On tire la plaque sur ton travail de policier. Ça m'a pris 2-3 ans à me chercher parce que j'ai quand même vécu un certain choc, puis un deuil à vivre de par l'arrêt de... Pas l'arrêt de travail de policier, puis ça faisait déjà un bout que c'était arrêté. Là. Vraiment l'arrêt de ma vie d'athlète. C'est une coupure, c'est ça? C'est une coupure, puis là, bien, tu te cherches. Comment je vais réapprendre à me challenger? Comment je vais trouver quelque chose qui va m'animer de la même passion que j'ai eue avec l'entraînement? Et as-tu réussi à le trouver? Pas tout de suite. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé... des fois, il y a plus qu'un chemin pour se rendre à Rome. Ça fait que ce que j'ai fait, je me suis challengé en essayant de faire du bodybuilding. Donc, j'en ai fait pendant 2 ans. L'objectif de tout ça, c'était de me déprogrammer de la manière dont je m'entraînais auparavant. Donc, c'était un peu une manière déguisée
de changer ma manière de faire les choses pour vraiment faire la coupure. Comment est arrivée la commandite de BMR, en fait, le titre de porte-parole et ce personnage qu'on voit dans les publicités? Ça, c'est arrivé en 2007. Avant ça, moi, j'étais porte-parole pour les outils de Walt pendant 8 ans. Puis j'étais dans un salon d'achat et j'ai rencontré les dirigeants de BMR, puis ça a connecté tout de suite. Et de là, ça s'est fait quand même assez rapidement au niveau de la mise en place d'un partenariat. Ce qui a été plus difficile, c'est vraiment la mettre en place, ça a été facile. L'appliquer, ça a été d'autres choses. Ça a pris 3 ans. Donc, ça m'a amené une certaine sécurité. Par contre, le fait qu'on n'exploitait pas nécessairement mon image, puis qu'on n'avait pas trouvé encore la méthode pour le faire, tu te rends conscient qu'à un moment donné, si on ne t'utilise pas comme il faut, il y a seulement qu'une éventualité. Donc, il y a quand même une certaine pression. Et là, il y a un bout où ce que tu ne contrôles pas. Vous savez, tu as beau vouloir, mais il faut être 2 pour danser. Donc, ça, c'est le bout que moi, j'emmenais, j'étais disponible, je tenais vraiment à m'impliquer, puis on ne savait pas vraiment comment le faire, jusqu'au moment où ils ont mis en place un nouveau département de marketing. Et là, je dirais, les as se sont alignés. Puis à partir de là, bien là, c'est parti. Puis je dois dire, à mon grand bonheur, puis au bonheur aussi de BMR, puis on a vraiment une belle association. Puis ce qui est important pour moi, au-delà de ça, c'est que j'ai trouvé une organisation où, sur le plan humain, c'est important. Puis ça a toujours été... je suis le genre de choses... Oui, on a tous besoin de sous, là, puis ça prend de l'argent. Mais l'argent n'a jamais été une motivation au niveau de ma prise de décision. Puis, je trouve ça bien parce que j'ai eu des partenariats avec des partenaires où ce que je me reconnaissais, où ce que j'étais capable de retrouver le même genre de... l'importance accordée à des valeurs qui sont pour moi très importantes. On est policier, on est homme fort, athlète, on devient porte-parole pour DeWalt, pour BMR. À quel moment arrive le fait d'animer ses propres émissions de télé? Certains diront que c'est de l'anti-casting. Je veux dire, tu prends un gars qui n'a jamais animé une émission de télé, puis là, tu as fait des trucs de rénovation. Là, tu animes À vos risques et périls sur Canal Évasion, où tu te promènes dans des villes américaines, dans des quartiers dangereux. Comment on passe là, de porte-parole de BMR à animateur de sa propre émission de télé? Je pense que c'est de garder l'esprit ouvert et pas se limiter. Dans mon cas, à moi, de ne pas me limiter, la journée que j'ai compris que différent physiquement, c'est un atout plutôt qu'une nuisance. Puis ça a pris un certain moment. Parce que quand j'étais jeune, oui, j'étais différent. Puis malheureusement, les différences dérangent. Puis tu as envie, des fois, les contre-coups. À partir du moment que j'ai décidé de faire fi de tout ça, puis de fonctionner un peu comme en étant moi-même dans mon monde. Vous savez, comme policier, je me souviens, ma dernière année de cégep, on me rencontre pour m'aviser qu'on a des tests physiques à faire, puis que je devrais commencer à penser à perdre du poids. Encore une fois, c'est la croyance populaire qui est de dire que tu dois entrer à l'intérieur d'un certain cadre. Mais moi, je suis hors cadre. Quand je suis arrivé là-bas, moi, je me souviens que c'était le coordonnateur de technique policière qui me rencontre, puis qui me dit ça. Ma réponse a été « Occupez-vous de me donner la formation, moi, je vais m'occuper de mon entraînement. » Puis, je suis arrivé là-bas, puis j'étais prêt. Là, il y a l'émission, évidemment, dont tout le monde parle depuis ces dernières semaines, qui est À vos risques et périls. Oui. Première question, comment ce projet-là est-il né? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a proposé? Est-ce que c'est toi qui l'as proposé? C'est quoi la naissance de ça? C'est une maison de production, Trio Orange, qui m'ont proposé le projet. À ce moment-là, c'est pas le projet qu'on a présentement, c'est pas le projet final, mais on a déjà une bonne ébauche. Puis moi, bien, tout de suite, quand on m'a parlé de ça, je me reconnaissais dans ça. J'ai déjà fait le tour du monde, travaillé comme policier, j'ai habité à Los Angeles, j'ai été garde du corps. J'adore le risque, ou plutôt les poussées d'adrénaline. Donc, j'ai dit, oui, c'est fait pour moi. Puis là, on a fait la rencontre, puis ça a vraiment cliqué à ce moment-là. Puis là, bien, on a continué à peaufiner le projet jusqu'à avoir ce qu'on retrouve présentement. Bon, là, vous en avez une douzaine d'enregistrés en ce moment dans plusieurs villes américaines. Mais là, le projet va se poursuivre, là. Oui, on a une deuxième saison. Donc, on recommence au mois d'avril. Puis on va se rendre dans 13 autres villes. Par contre, on va faire 10 villes américaines.
puis on devrait se rendre, faire 3 villes en Europe. À date, là, ta douzaine de tournages que tu as fait, puis on le voit là, dans des scènes, c'est des zones à risque, c'est des tournages risqués, ça demande du doigté. C'est pas parce qu'on a un physique imposant qu'on débarque dans un quartier malfamé de Miami que nécessairement on va se faire respecter pour autant. Comment tu arrives à dealer avec ce genre de situation-là? Tu dis que tu aimes le risque, mais là, visiblement, tu es quand même assez bien servi. C'est une question qu'on me pose souvent, puis c'est difficile à expliquer parce que ça, c'est un peu avoir un street sense. Oui. Tu as un instinct qui s'installe, puis ça, je l'ai toujours eu. J'ai travaillé dans les bars avant d'être policier. Vous savez, la même situation pour 2 personnes va être peut-être critique pour une, et pour un autre va être relativement ordinaire. Sauf que là, tu as du monde intoxiqué, très souvent armé. Mais t'expliquer ça d'une certaine manière, c'est un peu comme si on jouait aux échecs. Peut-être que toi, quand tu regardes le jeu, tu vois un coup d'avance. Peut-être que moi, je vois 5 coups d'avance. J'ai ce don-là où ce que j'ai... On dirait que je suis en mesure de pouvoir sentir les choses. C'est rien là de... Ouais. C'est comme si je vais me positionner d'une certaine manière, je vais analyser la scène d'une certaine manière, regarder les personnes. C'est pas infaillible, on s'entend, là. Non, le risque zéro n'existe pas. N'existe pas. Mais une certaine compréhension d'un lieu, des individus, qui m'amène à me sentir peut-être avoir un certain contrôle sur la situation. Mais le respect ou les confidences que tu peux soutirer de ces gens-là, ça arrive comment? Ça, c'est le côté humain. Mais vous savez, avant qu'on puisse avant de se rendre à discuter avec quelqu'un puis d'établir ce contexte-là, je dois avoir une certaine lecture de l'endroit où je vais me trouver physiquement pour assurer ma sécurité et celle des gens qui m'accompagnent, ou du moins le plus possible. Parce que, comme on a dit, le facteur zéro n'existe pas. Les endroits où on va, c'est vraiment dangereux. Et c'est pas parce qu'on parle avec quelqu'un qu'il ne peut rien se passer. On était à Compton, à un moment donné, j'étais en train de discuter avec un individu, on est dehors sur la rue, tout d'un coup, il me dit « Ouais, c'est pas très sécuritaire d'être dans la rue présentement, parce que la semaine passée, on s'est rendu dans une autre ville, puis on a descendu quelqu'un, puis là, on s'attend à ce qu'il se venge. » Fait que là, tout d'un coup, il dit « Ouais, c'est le fun que tu me le dises là. » Fait que, mais ça reste, c'est leur réalité à eux. Eux autres, ils acceptent de vivre, ils vivent ça au quotidien. C'est pas la mienne. Là, donc, ça devient un facteur que, vous savez, c'est la partie où ce que tu le contrôles pas, tu le sais pas, et là, il me l'apprend pendant qu'on est en train de faire l'entrevue. Donc, tout d'un coup, comment tu t'adaptes à ça? Je dois dire qu'on s'organise pour couper court l'entrevue le plus possible, mais tu as quand même un travail à faire. Donc, nouveau tournage de À vos risques et périls. Tu continues de t'impliquer encore au Pro Gym ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as encore aussi la compagnie avec les produits. Oui, là, on a parti d'une compagnie qui s'appelle Nature's Field. J'avais une autre compagnie qui s'appelait Crazy Nutrition. Elle, on la met de côté. Puis là, on s'en vient plus avec la ligne Hugo. Donc, je dois dire que les suppléments alimentaires, l'objectif principal, c'est de répondre à la demande qu'on a dans notre zone immédiate, ou celle qu'on contrôle. Je vais développer beaucoup plus en ligne. Puis, c'est un naturel aussi. Mais le gros de mes activités se concentre au niveau du gym. On a une demande au niveau des suppléments alimentaires. On a d'autres projets qu'on a dû mettre en veille parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tous les faire en même temps, qui sont reliés au monde de l'entraînement. Et là, présentement, mais vous savez, c'est parce que tournage, que ce soit en vos risques et périls, que ce soit les Renault d'Hugo, il y a une certaine préparation qui doit se faire. Ça, c'est l'autre aspect. Comment j'accepte de faire un rôle comme ça? C'est pas parce qu'on t'offre de faire de la télé que tu es obligé d'accepter. Donc, il y a eu une certaine introspective que j'ai dû faire pour voir est-ce que c'est quelque chose qui me tente. Parce qu'on revient toujours à mon fameux ordinaire et extraordinaire. Si je fais ça, je n'ai pas envie d'être ordinaire. Est-ce que tu te considères comme extraordinaire? Je me considère encore ordinaire, mais je travaille là-dessus. Tu travailles là-dessus. Hugo Gérard, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ça fait plaisir. Puis au plaisir de te croiser à nouveau un peu partout dans la ville et entre autres au Pro Gym à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, merci. Salut. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
Télévision du Haut-Richelieu. Après une vingtaine d'années d'absence, Saint-Paul de l'Île-aux-Noix renoue avec son festival nautique, édition 2016 au mois de juillet. Si ça vous intéresse, bien sûr, allez visiter le site Internet qui est à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet, tvhr9.com. Petit rappel aussi du Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, rappel également, si vous désirez me joindre, faites-le plus facile et plus rapidement par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.